Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, on est live. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Club Pancho. On se retrouve en ce lundi soir pour débriefer naturellement le match qui a eu lieu dimanche après-midi entre l'OGC Nice et le Stade Brestois à l'occasion des 10 ans de l'Alliance Riviera. Il y a eu de la fête, il y a eu de la joie en tribune, un peu moins sur le terrain. Ce soir, on va en parler avec mes invités du soir. Déjà, j'ai le plaisir d'accueillir Flo qui fait son retour dans l'émission. Salut Flo, comment tu vas? Salut Pancho, merci pour l'invitation, ça va très bien. Et il est également sur une deuxième titularisation consécutive. On n'est plus sur une émission à chaud cette fois-ci, c'est Matt. Salut Matt, comment tu vas? Ça va, Pancho, ça va, j'ai la forme et je suis prêt à débriefer ce petit faux pas de l'OGC Nice. On est clairement sur un faux pas, ça donne un peu la dynamique de l'émission. Naturellement, on a un représentant brestois et vous l'avez reconnu sans doute. Il avait fait l'émission pour nous présenter Romain Perrault, la doublure de notre Melvin Bardigno national. C'est Quentin du podcast Brest en Air. Salut Quentin, comment tu vas? Bonsoir Pancho, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous pour débriefer ce match. On va dire bon match, ce match. On va rester sur match. Voilà, ce match c'est très bien. On est déjà sur un bon point pris face à l'Orgue Brestois. Je sens que ça va être, ça va être folklorique. Messieurs, alors, on va commencer cette émission en parlant d'actualité, forcément. Si vous écoutez cette émission, si vous êtes fan de l'OGC Nice, si vous êtes simplement suiveur, vous avez entendu parler de ce qu'il s'est passé cette semaine concernant un joueur de l'OGC Nice. Euh, En tant que média qui traitons de l'actualité et des matchs de l'OGC Nice, forcément, on a tous été impactés. On est supporters de foot, on est supporters de l'OGC Nice. C'est notre passion. On vit au battement et au rythme des résultats, des bons comme des mauvais. Et je pense que vendredi, on a tous été très très affectés par ce qu'il a failli se passer. Fort heureusement, tout s'est bien goupillé. Maintenant, le travail va être d'accompagnement, de soutien aussi psychologique. Euh, Flo, ce qui s'est passé, ou du moins ce qui ne s'est pas passé, ça nous a affecté. Et comme on le disait un peu, au même titre que Todibo en équipe de France, alors là j'extrapole, ça nous a mis la boule au ventre de savoir qu'il était sélectionné. Là, de se dire que peut-être à quelques secondes, à quelques heures près, tu perds un joueur de l'effectif de l'OGC Nice, ça nous aurait fortement affecté. Ben oui, après, ça permet aussi de rappeler que même en étant sportif de haut niveau, en ayant la gloire et les caméras, il faut pas non plus oublier les problèmes que peut avoir un être humain derrière cette carapace. Voilà, on va retenir que tout est bien qui finit bien. Maintenant, comme tu l'as dit, ça va être un long travail d'accompagnement. Euh, voilà, ouais, ça fait bizarre. Mm. Après, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que voilà, enfin, il y a certaines personnes qui ont assez manqué de respect à cette famille, assez sali l'image du joueur, assez terni, ça pour le buzz et quelques faves. Donc, on va laisser. Moi, je vais être très court là-dessus, mais voilà, tout mon soutien en tout cas à la famille et j'espère que le club accompagnera du mieux possible le joueur parce que c'est des retours que j'ai, c'est quand même un bon gars. Voilà. Matt, semaine un peu particulière entre la hâte de cette rencontre, de cette fête autour des 10 ans du stade, et puis ce drame évité de justesse. Alors l'idée, c'est pas non plus de s'étendre toute une émission là-dessus, mais c'est quand même de l'évoquer. Et Flo l'a rappelé, un traitement médiatique de la part des principaux médias, autant nationaux que régionaux, assez catastrophique. Un manque de pudeur, un manque de respect assez flagrant. Et bon, voilà, plein d'ondes positives pour le joueur. Ouais, exactement. Bah, surtout, première pensée pour le joueur, ses proches, beaucoup de soutien. Et ça nous a rappelé à tous que derrière les joueurs, il y a des hommes, c'est des humains avant tout. Et il y a presque toute la planète foot, à part quelques malheureux médias qui l'ont compris. On a vu tout le monde ému par ce qui s'est passé. Je pense que
ça doit tous nous rappeler voilà, de prendre des fois un peu de recul. Ça reste que du football et il y a bien plus important dans la vie. Et même si voilà, on sait que c'est un peu le rôle, enfin le truc de Twitter, voilà, de taunt, etc. On n'oublie pas non plus que les joueurs sont aussi sur les réseaux et que je pense que c'est un bon rappel à tous de se dire qu'il faut faire aussi attention quand même à ce qu'on dit, à ce qu'on pense et que ouais, il y a plus important. En l'occurrence, on a évité le pire, mais que, que ça devienne pas, ouais, que ça serve d'avertissement en tout cas à tout le monde. Quentin, bon, t'as suivi ça en tant que fan brestois, un peu hors bulle niçoise, forcément. On l'a dit, enfin Matt l'a dit, hein, ça a touché toute la planète foot entière, française principalement. Mais bon, on va parler foot après, mais c'est vrai que ce genre d'élément nous fait relativiser par rapport aux résultats et par rapport aussi à l'horrible match qu'on a vu, qu'on a vu hier après-midi peut-être. Bien sûr, et je pense que même chaque supporter, peut-être, de son club a fait peut-être un parallèle avec ce qui peut éventuellement se passer avec son effectif. Finalement, ça peut arriver, c'est arrivé à Nice, mais ça peut et ça, comment, ça peut finalement arriver à n'importe quel effectif, hein. Enfin, je veux dire, les problèmes de santé mentale ne sont pas, on va dire, ne sont pas uniquement liés à l'OGC Nice, hein. Ça peut arriver Mm. dans n'importe quel club et c'est vrai que, même nous, quand on va au stade, bah, c'est vrai aussi qu'on peut, ça nous arrive aussi d'être un peu, de réagir un peu à l'extrême par rapport à que ce soit des adversaires ou même des joueurs, qui ratent une passe, voilà, ça mais comme tout le monde l'a dit, c'est finalement des humains hein, derrière les joueurs et c'est quand même important de le comprendre et finalement, je pense que la personne qui a le mieux résumé cette histoire, c'est votre entraîneur, qui a quand même, ça a duré en 3 minutes, hein, votre club a posté la vidéo sur les réseaux sociaux de la conférence de presse de Fraioli qui a dans sa langue maternelle évidemment, a bien résumé la situation et je pense que même en tant que supporter niçois, être désormais derrière cet entraîneur, ça enfin, on se reconnaît, on va dire, derrière quelqu'un comme Fraioli parce que je trouve que ça manque pas mal d'humanité, on va dire, dans les conférences de presse généralement, notamment des entraîneurs français. Ça manque un peu de personnes qui arrivent un peu à passer outre le football et à parler de sujets de société. Et, voilà, je pense, un petit coup de chapeau aussi à votre entraîneur qui a su trouver les bons mots pour décrire ce qui se passait autour de cette histoire. Effectivement, c'est bien que tu en parles parce que au-delà de ce qui a pu se créer sur le début de saison et peut-être aussi une reconnexion avec les supporters, on s'est senti, je pense, soutenu, nous, supporters de l'OGC Nice, et représentés dignement par un entraîneur qui certes, ne parle pas français encore, mais qui a trouvé les mots, je pense, les plus justes pour résumer cette situation. Parenthèse refermée, messieurs, on va parler football et peut-être déjà du contexte, parce que vous le savez forcément, Nice-Brest, bon, c'était avant le début du match, le premier contre le second. Il y a eu le match de Monaco, il me semble, avant, qui a quelque peu brouillé les pistes, hein. Mais rassurez-vous, ces deux équipes termineront dans le top 3 en fin de saison. C'est voilà, une affaire de match charnière, de match tournant. Alors, en tant que supporter de l'OGC Nice, c'est vrai que on n'a pas eu énormément de joie, hein. Je ne vais pas vous rappeler les matchs contre Nancy, contre Vannes, contre Nantes, contre Bâle, etc., etc. On en a raté énormément de virages. Mais on avait quand même un contexte, Flo, qui paraissait parfait, à savoir un stade quasi plein, oui aussi euh, tous les ingrédients réunis pour une belle après-midi finalement. Flo. C'était pour qui ça a bugué d'un coup, donc c'était pour moi la question? Oui, après si tu l'as pas entendu, Matt, tu peux y aller si tu veux. Ouais, désolé. Ouais, bah en vrai, oui, mais on l'a vu sur les réseaux sociaux, tous les Niçois l'attendaient, tous les Niçois le savaient.
tout le monde l'a prédit, mais parce qu'on l'a déjà vécu il y a 6 mois, on l'a déjà vécu un nombre de fois incalculable. On gagne Paris, Monaco et on se casse la gueule contre Brest quand on rentre à la maison. Ça commence à devenir une sale habitude à l'OGC Nice. Et même dans le langage de chacun, on a l'impression que ça pèse sur le mental. On dit pas que c'est cette équipe qui n'y arrive pas dans ce genre de contexte. On dit que c'est le club. On a l'impression carrément que c'est les démons du club. Donc et je pense que ça a frustré beaucoup de gens parce qu'on l'a vu venir et on se l'est pris quand même. C'est un match qui était, on va le dire, qui était dégueulasse, pas aidé par la pelouse bien abîmée par les rugbymen, mais je pense qu'aujourd'hui personne n'est satisfait de ce qui a été montré, que ce soit dans le jeu, dans l'attitude, dans le résultat. Il en sort que de l'insatisfaction. Et en particulier après 2 prestations qui a un peu hypé, on va dire, les supporters et qui avait ramené du monde au stade. En fait, pas un peu hypé, les gens étaient hypés, les gens sont venus au stade. Et, euh, et j'ai une pensée émue pour notre ami qui est venu pour la première fois au stade avec sa femme et qui s'est tapé 1 heure et demie de purge. Mais il faut penser à tous ces gens-là. On dit, allez, l'OGC Nice, cette année ça joue bien, ils viennent au stade et ils se tapent des purges comme ça. On ne doit pas s'étonner après des matchs comme ça que le stade soit à moitié vide le reste de l'année. L'OGC Nice ne sait pas convertir ces occasions et on en reparlera. Flo, Matt l'a dit, une déception pour un énième match tournant. Alors, on y reviendra en détail. Mathématiquement, l'OGC Nice n'a pas perdu. On récupère un point à domicile, certes, mais on a assisté on va dire à un match qui n'était pas à la hauteur de l'enjeu et de toute la symbolique autour des 10 ans du stade. Déception, je trouve le mot fort, je trouve. Je trouve que les comparatifs sont quand même très extrapolés parce que on peut pas comparer un simple match de championnat à un quart de Coupe d'Europe ou à une finale perdue ou à une demi-finale. Enfin, un championnat, c'est un marathon. Tu peux perdre des points en route, ça peut arriver. Il y a un contexte particulier un peu 2 jours avant enfin, je détaillerai un peu plus quand on parlera vraiment de l'aspect du match. Mais bon, la fête déjà en dehors du terrain était belle. Bravo déjà au club pour toutes les animations qu'ils ont pu mettre en place. Je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre parce que je pense qu'on a le meilleur club de France en termes d'animation et de ce qu'ils peuvent proposer, que ce soit sur les parvis, dans l'animation, pour les enfants, toujours en faisant participer le public et les enfants. Et franchement, on a beaucoup de chance là-dessus. Donc, en dehors du stade, la fête était réussie. Après, sur le terrain, ben, en face, déjà, il y avait une équipe. Donc, déjà, c'est la première chose qu'il faut dire. Il y avait nous qui avançons dans un contexte particulier. On est passé par 40 émotions en à peine une semaine. On sort d'une double victoire contre PSG Monaco à l'extérieur. Puis derrière, il y a cet événement 48 heures avant le match. Et pour moi, cet événement-là, il n'a pas un impact mental parce que je pense que mentalement, on peut pas en être sûr parce qu'on n'est pas dans le groupe, mais je pense que mentalement, ça nous a unis. Par contre, et je reviendrai plus en détail dans l'analyse du match après, je pense que physiquement et athlétiquement, il nous a touchés. Voilà. Et je pense que on a payé ça dans ce match et dans ce contexte. Plus la gestion des émotions, parce que voir un stade pratiquement plein pour une affiche comme celle-ci, voilà, je pense que les joueurs ont voulu bien faire. Et je pense que ça ne sert à rien de comparer l'expérience qu'on a eue dimanche avec les expériences d'avant, parce que c'est pas le même coach, c'est pas le même staff, il y a tout qui change. Donc il faut qu'on arrête de se porter ce fardeau-là, parce que sinon on va devenir le Stade Rennais, les gars, à se faire chambrer et à dire ouais, ça fait 40 ans, on n'a pas gagné un trophée. Donc il faut tourner la page, des vannes, des balles, tout ça, c'est une nouvelle ère qui commence. Moi aussi, je l'ai en travers de la gorge. Voilà, il faut tourner la page et il faut aller de l'avant. Et on a une mission, c'est d'être européen à la fin de la saison. Voilà. Et pour moi, le match de demain, enfin le match de dimanche, n'impacte en rien la suite de la saison. Voilà. On en reviendra plus tard, mais j'ai plus les nerfs sur certains matchs que le match d'hier, depuis le début de la saison. Ce match, du coup, opposait le gym au stade brestois. Et comme l'a dit Flo, il y avait quand même une opposition. On parle quand même d'une équipe qui, depuis qu'il a nommé à sa tête un certain Éric Roy,
a déjà réussi son opération maintien la saison dernière. On se rappelle aussi de ce match gagné à la maison contre une équipe de l'OGC Nice B, voire C, à quelques jours d'un match retour de Coupe d'Europe. Un effet Eric Roy, Quentin, véritablement, depuis son arrivée au club. Quand on voit le début de saison ultra positif de Brest, on se dit que finalement, la dynamique enclenchée, elle est perpétuée avec voilà, un recrutement intelligent et des principes de jeu qui correspondent aussi aux joueurs alignés. Oui, en effet, Eric Roy, certainement. Il y a un avant et un après Eric Roy, clairement, hein, quand on regarde les résultats, quand on regarde aussi les attitudes des joueurs, beaucoup plus de combativité, beaucoup plus d'allant, beaucoup plus d'énergie dans ce qui est déployé, beaucoup plus de solidité défensive aussi. On en parlera sûrement puisque ça s'est vu sur ce match contre Nice, mais ça se voit aussi depuis le début de la saison avec évidemment quelques individualités qui ressortent. Et évidemment, on arrivait sur ce match contre Nice avec beaucoup de confiance, évidemment. En tant que supporter brestois, évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Hein. Nous, on n'a pas l'habitude d'arriver en tant que premier, encore plus chez le deuxième, évidemment. Mais on arrivait quand même face à une équipe de Nice en pleine confiance aussi, forte d'une victoire contre Monaco, contre Paris un peu avant, un début de saison plutôt convaincant avec un entraîneur qui montre de bonnes choses aussi, un stade plein, donc on nous annonçait une ambiance assez chaleureuse, on va dire. Et généralement, c'est dans ces matchs-là qu'on voit un peu ce qu'une équipe a dans le ventre. On a vu depuis le début de saison que Brest, que ce soit contre Rennes, contre Marseille, victoire contre Lens, victoire évidemment contre Lyon, une très très bonne deuxième période à Reims, qui est une équipe qui joue le top 5 actuellement en tout cas, qu'il y avait du répondant. Maintenant, il fallait le voir contre Nice et on a vu, c'était encore un test de plus et une confirmation, on va dire, que Brest n'était pas à cette place-là par hasard en tout cas. Effectivement, tu l'as dit, une opposition alors surprenante, mine de rien, entre deux équipes qui ont très très bien débuté leur championnat. Et donc, eh bien, ces compositions eh bien, des deux entraîneurs. Côté déjà OGC Nice, pour commencer, deux micro-surprises. Une qui n'en est pas une, à savoir eh bien, la titularisation de Jérémy Boga en lieu et place de Sofiane Diop, blessé, on y reviendra sur sa performance, et la titularisation de Youssef Attal, qui après deux matchs où il a été benché, retrouve le 11 titulaire. Flo, par rapport à cette alternance, on en a parlé, est-ce que tu penses que Attal a été choisi aussi par rapport à l'adversité qui s'en faire injure à Brest et peut-être moindre que Monaco et le Paris Saint-Germain, et la volonté peut-être d'apporter plus offensivement que Jordan Lotomba, ou est-ce qu'on est sur une rotation purement physique dans l'optique que eh bien, Attal retrouve un peu de rythme et tourne avec de Lotomba? Non, moi je pense que depuis le début de saison, les intentions de Farioli sont claires. Quand Nice va devoir défendre, ce sera Jordan Lotomba. Et quand Nice, ou quand en tout cas le coach Farioli va penser que Nice va avoir le ballon et va jouer un cran plus haut, ce sera Youssef Attal. Maintenant, pour moi actuellement, Jordan Lotomba ne doit pas sortir du 11. C'est mon avis. Voilà. Je pense qu'il a pris l'ascendant sur Attal. Et on n'avait pas peur de le dire quand Attal avait pris l'ascendant sur Lotomba. Moi, je pense que Lotomba actuellement est meilleur que Youssef Attal. Alors, ça ne veut pas dire que Youssef Attal fait un mauvais début de saison, parce que je le trouve bon. Mais je trouve Lotomba beaucoup plus remuant, meilleur défensivement. Et en plus de ça, quand tu sais que tu joues une équipe comme Brest, où tu vas être surtout exposé sur des comptes sur les côtés, que tu vas te retrouver souvent un contre un. Et on l'a vu sur une action en plein mi-temps où Attal se fait se prend un petit pont par Le Doiron. Alors, sans faire d'injure à Le Doiron, hein, qui est un très bon joueur, un joueur très intelligent, je pense qu'en dans les 1 contre 1, c'est pas forcément son point fort. Youssef Attal, on va dire que défensivement, c'est pas trop ça. Donc ça, c'était un peu un choix
pas trop apprécié en début de match. Après, pour moi, le reste de la compo, je précise, avec l'absence de Sofiane Diop, me semble logique. Hmm. Voilà. Mais on détaillera plus après l'aspect tactique qu'on devrait mettre en place dans les prochains matchs contre les blocs bas. Mais sans Sofiane Diop, je précise, sans Sofiane Diop, la compo me paraît logique au début de ce match. Matt, compo logique selon toi avec un Boga héros à Monaco qui se voit eh bien, titulaire sur ce match-là. Et on se dit que contre Brest, peut-être une équipe qui eh bien, joue plus regroupée qu'ont pu jouer le Paris Saint-Germain à Monaco, la percussion de Boga est peut-être aussi une bonne chose en l'état. Ouais, ouais, au-delà de ça, je pense surtout que le choix Boga, il s'impose par l'absence de Diop. Et en fait, cette compo, elle est pas inédite, hein. C'est la compo de la première journée. Donc, et première journée, on a affronté Lille, quand même plutôt une équipe qui voulait le ballon. Ça ressemble quand même aux 11 types que se faisait Farioli dans sa tête avant qu'on commence la saison. Donc, pas du tout étonné de l'avoir aligné comme ça. Assez d'accord avec Flo cependant au vu de la prestation d'Atal et de la rentrée de Lotomba que j'ai trouvé quand même en difficulté contre Monaco. Malgré ça, on le sent plus en canne que Youssef Attal que j'ai trouvé assez juste physiquement. Donc peut-être trop juste pour être titulaire face à des équipes aussi physiques et qui mettent autant de débauches que Brest. Après, on a vu comment le match a tourné. Et effectivement, sur le volet tactique, il va falloir qu'on aborde un peu les choix. Il va falloir qu'on l'aborde, le choix de tactique de Farioli. Oh, je suis chaud aujourd'hui. Il va falloir qu'on aborde ce choix tactique et qu'on critique un peu parce que ça n'a pas marché. On a, voilà, je sais pas ce qu'a adoré Farioli, mais moi pas grand chose. Et je pense que dernier truc, on disait Attal pour les matchs où on a besoin d'un peu d'allant offensif, Lotomba quand on doit défendre. J'ai adoré le match de Bar et c'est sans blague aucune. Romain Perrault est censé avoir un profil un peu plus offensif, censé pouvoir nous apporter un peu plus de danger. Et il faudra voir si ça devient un sujet face au bloc bas, comme disait Flo à l'avenir. Mais là, aujourd'hui, il n'y avait pas débat. Et à la fin du match, il y a, j'ai envie de dire, encore moins débat, tant Bar est peut-être le meilleur niçois du match. Donc non, compo cohérente en tout cas, quand on la voit être annoncée. Côté brestois, j'ai noté la titularisation de Mounier en lieu et place de Satriano. Après, c'était du classique, Quentin, ou il y avait d'autres surprises? Du classique, c'est la composition qui marche depuis le début de saison. Ça tourne un peu entre Mounier et Satriano, selon l'adversaire, selon les formes du moment. Et Mounier venait de mettre le but vainqueur contre Lyon. Donc chacun a sa préférence, hein. Ce sont deux styles de joueurs totalement différents. Mais pour ce match contre Nice, c'était Mounier. Sinon, effectivement, il y avait très peu pas du tout de changement même. Il y aurait pu avoir la titularisation de Brahimi qui avait fait une bonne entrée contre Lyon, mais accord entre les deux clubs pour le prêt, il n'était pas disponible. Tu en parles justement, peut-être un mot sur le début de saison de Bilal Brahimi au Stade Brestois. Comment est-ce que tu le sens? À quel poste il évolue? Voilà. Quel est ton ressenti sur ses premiers pas chez vous? Alors, il est entré que 3 fois, hein, si je dis pas de bêtises, donc une fois contre Rennes. De toute façon, il est arrivé le 31 août, 1er septembre. Donc, il n'a pas eu l'occasion de rentrer plus que ça. Une fois contre Rennes, contre Reims et contre Lyon. À chaque fois, ces rentrées sont plutôt bonnes, en tout cas au niveau de l'esprit, hein. C'est toujours un point d'interrogation des joueurs prêtés. On ne sait jamais si la grève va se faire, s'il se dit finalement que moi je vais essayer de me montrer et finalement le collectif n'a aucun intérêt. Ça n'a pas l'air d'être du tout l'idée de Brahimi, qui, surtout contre Lyon, a fait une très bonne entrée. Après, difficile de rentrer dans une équipe qui fonctionne très bien depuis le début de saison, même si son concurrent direct, donc Jérémy Le Doiron, est sûrement le point faible, on va dire, de l'équipe de Brest depuis le début de saison. C'est notamment celui
qui, avant cette dernière journée, avait le plus de XG en Ligue 1. Donc 4 XG en Ligue 1 pour 0 but marqué, avec notamment 2 ratés assez dramatiques contre Rennes. Voilà, mais il est totalement possible que Brahimi, si le Doiron continue dans cette forme un peu K1K, arrive à lui passer devant, ce que je pense de plus en plus de Brestois espèrent. Brahimi ne rentre qu'à gauche avec Brest. Non, il est rentré à droite. Alors généralement, donc il y a pas mal de permutations. Romain Del Castillo a pas mal de liberté, on va dire, et selon là où Del Castillo joue, l'autre ailier se met un peu de l'autre côté. Et je l'ai davantage vu à droite contre Rennes et contre Lyon, contre Reims aussi d'ailleurs, puisque il fait une bonne frappe contre Lyon et il rentre du côté droit pour revenir dans l'axe. Voilà, on joue plutôt, nous, avec des ailiers profil un peu rentrant, hein, puisqu'on a des latéraux assez offensifs, Kenila, Bradley Loco, donc on essaye de leur libérer le couloir, ce qui visiblement n'est pas trop le cas à Nice. Oui, effectivement. Alors, ce match, si on parle en termes de moments forts, moments clés, il y a eu effectivement cette double occasion et cette barre de Jérémy Boga sur un centre de Youssef Attal, suivi de la reprise de volée de Gaëtan Laborde. Il y a eu des situations. Comment? C'est tout. Et c'est tout. Oui, mais je pense que je pense à une autre situation. À des moments mal négociés, il y a effectivement ce centre, cette bicyclette ratée de Thuram qui aurait pu effectivement déboucher sur une occasion. Mais moi, il me vient en tête une action, la contre-attaque initiée par Boulka en première mi-temps, où Boga remonte le ballon à la ligne médiane, voit Mofi partir instantanément, tarde à donner, donne le ballon à contre-temps. On a eu l'impression quand même qu'au-delà peut-être de la pauvreté technique de ce match, il y a eu une série de mauvais choix qui, du moins côté OGC Nice et même côté brestois, nous a pas permis de voir une rencontre entre avant le match, le premier et le deuxième. Flo, analyse, on va dire, hors clubisme, c'était un match assez pauvre techniquement, mine de rien. Du moins, comment tu l'analyses, toi, au regard de ce résultat déjà et de la, on va dire, technique globale rencontrée? Euh, pour moi, dans l'aspect tactique, c'était un match de haut de tableau. Dans l'aspect technique, c'était un match du ventre mou, hein, on va pas se mentir. Après, là où je pense en tout cas que Nice a pêché dans ce match, c'est cette faculté qu'on avait sur les 6 premiers matchs à venir avoir un pressing très efficace et un contre-pressing de très très grande qualité. Et c'est là où pour moi, l'événement 48 heures avant nous fait mal. C'est que lorsque tu es joueur professionnel et que tu n'as pas la récupération qu'il faut pour enchaîner les matchs, de suite tu le sens. Et c'est tout bête, hein, mais un joueur qui dort 5 heures la nuit au lieu de 8 heures parce que il a dépensé, il a quelque chose qui lui trotte dans la tête, derrière tu le sens sur le terrain. Et pour moi, si Nice a été. Parce que justement, d'habitude, je trouve que c'est athlétiquement qu'on prend le pas sur nos adversaires. Et là, c'est Brest qui a pris le pas. Alors, on sait que Brest est l'une des meilleures équipes du championnat au niveau athlétique, notamment dans l'engagement dans les duels. Mais nous, dans la répétition d'efforts, on a un peu le RC Lens de la saison dernière. Et là, on n'a pas réussi à mettre ça en place. Et on est très fort d'habitude. C'est même sur les longs ballons qu'on a pu jouer par moment en première ou en seconde mi-temps, qu'on a pu jouer souvent cette saison. Bon, souvent, sur le premier ballon, ça n'aboutit pas, mais on est souvent sur le second et ça permet de monter le bloc d'un cran, de gagner 30 mètres. Même là, sur les seconds ballons, on avait du mal. Et puis, si tu rajoutes à ça 2 joueurs qui, dans ce genre de match, physiquement, sont encore pour moi limités, c'est-à-dire Youssef Attal et Jérémy Boga, qui n'a pas encore le rythme. D'où pour moi l'explication de sa première, qui pour moi est une première bonne mi-temps, voire presque très bonne mi-temps. Il manque le geste décisif, mais pour moi, c'est le détonateur de cette première mi-temps. Disparaît en seconde parce que je pense que physiquement, il n'avait plus le rythme. Attal, pour moi,
comme a dit Matt, il n'a pas le rythme du tout pour jouer ce genre de match avec autant d'engagement et, et en devant proposer autant de volume de jeu. Et voilà, et je pense que à ce niveau-là, ça a été athlétiquement et physiquement qu'on a pêché. Après, moi, je suis désolé, mais on ouvrira peut-être le débat plus tard, mais pour moi, avec un 4-3-3 comme ça à pointe basse, et avec un bloc aussi serré que Brest, Terem Mofin n'a rien à faire sur un terrain de football. Je suis désolé de dire ça, mais à un moment donné, voilà, je veux bien qu'il ait une palette. Voilà, on sait contre Paris. Moi, ça ne m'a pas étonné son match contre Paris. Voilà, je sais que c'est ce genre de match-là où il est performant. Contre Monaco, voilà, il a pesé pareil. Mais ce genre de match-là, il faut soit tu le sors, soit tu réorganises ton équipe autrement. C'est-à-dire, soit tu mets une pointe haute derrière lui, parce qu'au moins, quand il fait un contrôle à 3 mètres de lui, ben, le ballon, miraculeusement, il peut revenir sur le 10. Mais je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas jouer avec une pointe basse et un Mofi auto-isolé. C'est pas possible. C'est pas dans sa palette. Voilà, désolé, hein, mais c'est là où on voit les limites et qu'on voit où on a surpayé un joueur. C'est qu'il a une palette qui est limitée, c'est-à-dire la transition et la verticalité. On avait Et en vu aucun cas, effectivement peut-être certaines limites déjà l'année dernière. Là, même dans le début de saison. oui, effectivement, ça vient peut-être confirmer certaines choses. Mais on y viendra peut-être un peu plus tard parce qu'il Hmm. y aura toute une partie, on va dire, coaching. Et je pense qu'on va englober aussi peut-être les choix autour du maintien de ce dispositif-là. Parce qu'effectivement, on peut parler de la prestation de Mofi, on peut parler de la prestation de Laborde. En fait, la ligne d'attaque, elle a été eh bien, assez faiblarde dans son ensemble. Et peut-être que dans ces cas-là, tu peux avoir tous les préceptes que tu veux, mais bon, si tu n'as pas assez de présence ou si tu peux pas proposer autre chose, c'est quand même assez compliqué. Matt, quel est ton regard par rapport à ça? Je vais te donner mon avis, tu vas me dire ce que tu en as pensé. On a vu Brest, euh, enfin du moins Eric Roy demander à Mounier de bloquer la première relance de Dante, ce qui au final semble assez pertinent quand tu connais un peu la qualité de relance de Dante. Todibo, c'est un peu moins son registre, mais bon, il a su le faire. On a vu quand même un Nice assez statique, assez faiblard aussi physiquement, comme l'a rappelé Flo. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi du manque d'idées dans ce type de situation? Se dire, ben, en fait, s'il n'y a pas d'exploit individuel, s'il n'y a pas de percée de Kefren Turam, s'il n'y a pas une prise de vitesse prise par Boga, ou j'en sais rien, un tir de 25 mètres de Mofi, finalement il se passe pas grand chose. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, eh bien, bon, c'est un secret pour personne, mais on a plus une équipe de transition, et dans ces matchs-là, on peine finalement. Ouais. Euh, je vais repartir sur un adage à la con. Je crois que c'est Platini, quand il arrive en Italie, on lui demande c'est quoi le score parfait d'un match. Il dit 3-3, c'est serré, il y a du spectacle et il y a de l'enjeu. Les Italiens lui font la gueule et lui disent non, le score parfait c'est 0-0, parce que personne n'a fait d'erreur. Et c'est con, mais j'ai l'impression que Farioli est dans cette mentalité de l'équipe, avant tout, ne doit pas faire d'erreur. Euh, et malheureusement, c'est peut-être aux dépens du spectacle et peut-être d'un peu plus d'allant dans le jeu. Effectivement, on s'est fait attendre. En fait, je dirais pas que Brest est venu nous chercher, je dirais que Brest nous a attendu très haut sur le terrain. Ça nous a mis en difficulté. Et honnêtement, la solution, elle est venue de quelque chose que je voyais pas du tout, c'est les rushs solitaires de Todibo. Alors ça, par contre, ça m'a fait très plaisir, dépassement de fonction. Et c'est l'ADN d'un capitaine défenseur central de l'OGC Nice. C'est un mec qui prend ses grandes cannes et qui remonte tout le terrain à la Sivelli. Voilà, c'est ça l'ADN d'un défenseur central de l'OGC Nice. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Après, c'est vrai que commencer un match en te disant ton arme de relance principale, c'est les chevauchés de Todibo, on est d'accord, je pense pas qu'on va aller loin, je pense pas qu'on va aller loin comme ça. Deuxième chose, j'ai trouvé qu'on a beaucoup manqué de. Ouais, je suis d'accord avec un peu l'analyse de Flo. Flo qui dit que ça n'a pas forcément joué dans la tête, mais dans le corps. C'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup manqué de jus au milieu de terrain. Euh, Sanson et Thuram se sont souvent retrouvés à 1 contre 2, 3, 4. Pas forcément dans les bons endroits. On n'a pas assez proposé de solutions entre les lignes. Et je trouve qu'on a beaucoup manqué un peu d'explosivité dans les relances. On n'a pas trouvé ces relais au milieu de terrain qui pourraient amener venir installer quelqu'un en 10 ou quoi. Je pense que la solution, elle est tactique.
Parce que sur ce match-là, quand tu as un Atal qui n'a pas la capacité de faire les chevauchés, de faire les progressive carries qui faisait avant, Bard, dont c'est pas forcément le métier, qui s'y essaye, mais franchement, il vaut mieux. Enfin, je pense qu'il vaut mieux pas miser sur lui dans ce registre-là. En fait, il n'y a que Boga qui a vraiment pu apporter quelque chose en début de match. Beaucoup lui tombent dessus. Son match, j'ai regardé un peu les statistiques avancées, n'est pas mal jugé, hein. C'est un des meilleurs Niçois du point de vue statistique avancé. Le vrai problème, j'ai l'impression, c'est qu'il n'a pas d'automatisme avec ses coéquipiers. À chaque fois qu'il était dans un triangle avec Thuram et Barre, moi j'avais envie de me foutre en l'air. C'était cataclysmique. Le nombre de fois où il n'envoie pas Mofi en profondeur, alors que de temps en temps il y avait un peu d'espace et Mofi, même si tous les appels étaient pas bons, jette-le. Le type il fait mal physiquement, il faut lui laisser sa chance. Et sur sa fin de match, il était temps qu'il sorte parce que, c'est pas, à partir, je pense, de l'heure de jeu, on l'a pas vu. Mais parce que je pense que tout ça, c'est un nombre de facteurs un peu généraux qui ont fait que le jeu de l'OGC Nice a pas fonctionné. Et Sur la, ouais, sur la vas-y. seconde mi-temps, je suis d'accord avec toi, mais sur la première, j'ai trouvé son, la doublette avec Thuram très Ouais. intéressante, notamment sur le côté avec plusieurs combinaisons. Melvin Barr qui des fois aussi venait s'intercaler, dédoubler, ce qui lui permettait de rentrer intérieur 2-3 fois. Je trouvais l'animation intéressante. Après, et là où je te rejoins, c'est le manque de canne au milieu de terrain. Je pense qu'il a plus les minutes sont passées, moins il a été suppléé par Kefren. J'ai trouvé disparaître au fur et à mesure du match. Alors, je parle pas sans ballon, parce que pour une fois, je trouve qu'il a fait un bon match sans ballon, Kefren, mais plus Ok. avec ballon, notamment dans sa capacité justement à rusher et à gagner des mètres. Je parle dans ses courses sans ballon. Mhm. Et du coup, j'ai retrouvé souvent Boga seul à gauche. En plus de ça, intérieur en neuf, bon, ben, tu avais un plot. Donc, c'était soit tu avais le latéral gauche qui dédoublait, soit Kefren qui devait venir. Et j'ai trouvé vachement esselé. Mais après, par contre, je te rejoins globalement sur ce que tu dis. Ouais, je suis assez Mais d'accord. après, tu vois, je pense qu'il y a manqué aussi un truc au niveau de la tactique qu'on avait l'habitude de voir et que tu as cité. C'est on avait l'habitude de voir Nice attendre très très haut l'adversaire, quasiment de se mettre dans sa surface avec Ben, même ne pas parfois attendre, justement. Ne pas ouais, attendre. d'aller le chercher vraiment. Ouais. Et en fait, je pense que Farioli a même pas forcément donné la consigne de le faire sur ce match-là, ou alors de le faire situationnellement, tout simplement parce qu'en fait, Brest est une des équipes dont le gardien relance le plus long du championnat. Vous savez ils sont deuxième, vous savez qui c'est les premiers? Les premiers, c'est nous, non? Non, non, nous on relance assez court, on est deuxième qui relance le plus Ah, court du juste gardien, après. je pensais. Ouais, ouais, ouais. Non, les premiers c'est Metz qu'on va affronter la semaine prochaine, et donc je pense qu'on aura un peu la même physionomie. Hmm. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas Youssouf en train de manger des pierres devant la surface de réparation à vouloir aller grogner dans les filets du gardien. C'est parce qu'en fait, tout simplement, Brest avec ses grandes relances et ce jeu hyper vertical a vachement brisé le Ben, avec premier Mounier, pressing surtout niçois. en point d'appui. Quand tu as Mounier Ouais, devant en point d'appui. et en fait, ils ont les Brestois, je pense, ont gagné le match dans les duels au fil du match. J'ai quelques stats sur les duels, je vous les donnerai après. On fera un focus si vous voulez un peu là-dessus. Mais Sanson plus Thuram, c'est 8 sur 23 duels. Ils se sont fait éteindre au milieu de terrain et Youssouf n'a pas participé à tant de duels que ça au sol. Il a participé à des duels aériens, il était bon à la retombée. Je pense que c'est pour ça qu'il était aussi bas, c'était pour participer au duel aérien. Et, et ouais, je pense vraiment que Brest nous a posé beaucoup de problèmes tactiquement. On doit le dire un peu, bravo Monsieur Roy pour ce qu'il fait à Brest quand même. C'est pas ce qu'on avait vu à Nice, mais ouais, tactiquement, c'était un match, je pense que c'était un vrai jeu d'échecs pour le Hmm. coup. Et je sais pas, Quentin va nous dire ce qu'il en a pensé de son équipe. Peut-être il les a pas reconnus, ce qu'il nous a dit, mais moi j'ai trouvé en tout cas Brest super embêtant tactiquement. Et c'est surtout, juste avant que tu y ailles, Quentin, on parle de la mauvaise prestation de Terem Moffi, mais il ne faut pas non plus oublier la très bonne performance de Lilian Brassier, qui, à titre personnel, vraiment, moi, il m'a bluffé. Ça a été le meilleur sur la pelouse. Bon, il ne faut pas non plus oublier le nombre incalculable de déchets de Terem Moffi sur cette rencontre-là. Mais quel match de Brassier, Quentin. Bah, il a fait sortir de son match très très rapidement. Dès les 5, 10, 15 premières minutes, il a sorti du match. C'était très régulier finalement de voir Terem Moffi râler auprès de l'arbitre parce qu'il pensait qu'il y avait faute sur lui quand Brassier lui arrivait dans le dos, alors qu'il était juste davantage dans le combat, davantage dans le duel, il voulait davantage le ballon. Et c'est un peu ce qu'on a vu
de la part des Brestois. Après, on a une équipe de bagarreurs de toute façon, donc on doit gagner parce que on va gagner parce qu'on gagne les duels. On ne peut pas gagner parce qu'on est plus technique que l'adversaire. On ne peut pas gagner parce qu'on est plus créatif que l'adversaire. On va gagner parce qu'on récupère le ballon haut. On va gagner parce qu'on on arrive déjà à récupérer le ballon. On va le chercher. On n'attend pas que l'adversaire fasse l'erreur. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. En tout cas, défensivement, j'ai retrouvé mon équipe. Beaucoup de solidarité, beaucoup de bagarres. Hein, Camara, Magnetti, Brassier, même Bradelocco qui se découvre bagarreur. Pierre Lesmelou qui est un peu pas mal de vices dans son jeu, ce qui manquait pas mal ces dernières saisons. Du côté de l'effectif, j'entends. C'est juste offensivement où ça a pêché un peu dans le dernier geste. Après, j'ai une question par rapport je pense qu'il faisait chaud à Nice ce dimanche. À 30 degrés, je crois. Une trentaine de degrés, fin septembre, c'est quand même pas anecdotique. Il a fait chaud aussi un peu partout, en tout cas courant septembre. Donc les organismes sont peut-être ainsi un peu à bout de souffle. Il va falloir, en tout cas, nous, de notre côté, la trêve internationale va peut-être faire du bien. Vous avez davantage d'internationaux que nous, donc ça va être un peu plus difficile pour vous. Mais ouais, j'ai senti une équipe de Brest très solide dans la gestion de ses temps faibles, temps forts. J'ai trouvé qu'on a cassé le rythme de façon assez intelligente. On a su faire le dos rond, notamment en début de match. Hein. Je pense que la double occasion dont tu parlais, Poncho, arrive au bout d'un temps fort assez pressant des Niçois. Et après celui-ci, il y a eu quand même une prise de conscience brestoise et je crois que ça s'est un peu calmé. On a commencé à mettre le pied un peu plus sur le ballon. On a eu l'opportunité d'avoir des Niçois qui j'ai trouvé ça assez surprenant que Nice défende plutôt en bloc médian parce que avec tout ce qui se passait autour de la rencontre, notamment le stade qui était censé mettre une petite ambiance. Donc généralement, en tant que personne qui reçoit un adversaire qui, même moi en tant que supporter brestois, est plus faible que ton équipe. Surtout quand je vois les prestations brestoises à l'extérieur depuis le début de la saison, on a tendance quand même à avoir peur, notamment quand on va dans des grosses ambiances comme ça, les Marseille, les Nice. Généralement, les Nice-Brest, les saisons dernières, c'était vague sur vague qu'on se prenait. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas le jour. Quand on allait à Nice, je me souviens d'un 2-1, je crois, l'année dernière, où on marque en fin de match parce que Nice mène 2-0, donc recule, mais on n'avait pas vu le jour. Et généralement, on est plutôt habitué à ça en tant que supporter brestois, donc ça fait plaisir de voir que cette équipe évolue, progresse et montre qu'elle en a dans le beat. C'est sympa et ça montre que finalement, elle est là je sais pas pour durer, hein, parce qu'en tant que supporter d'une petite équipe, entre guillemets, on se dit toujours que le match suivant va être celui qui va commencer la mauvaise série. Mais pour l'instant, on n'en voit pas le jour de cette nouvelle série. On reçoit Toulouse la semaine prochaine. Finalement, on se dit qu'on est favori du match contre Toulouse. Et c'est assez bizarre. J'ai les frissons en train d'en parler. Là, on est favori contre Toulouse. Qui Ça jouera fait plaisir. en Europe en milieu de semaine, non, en plus? Exactement. Après, on n'aura pas nos supporters, en tout cas la tribune derrière les buts, parce qu'elle a été suspendue pour un match, mais on essaiera de faire ce qu'il faut pour supporter en tout cas cette équipe qui le mérite. Talabanens nous dit Brest avait plus la dalle, ils ont été monstrueux physiquement, ils feront clairement une Clermont de l'an dernier. Je pense que c'est à peu près l'idée et ça rejoint un peu ce que disait Eric Roy en conférence de presse. Lorsqu'il est arrivé, il disait que l'équipe prenait plus de 2, quelque chose de buts encaissés par match. Il arrive et puis effectivement il y a cette charnière centrale déjà qui est très complémentaire. Et puis défensivement c'est très solide. Je crois que c'est troisième ou quatrième défense du pays, donc ce qui n'est pas non plus anodin. Par rapport à la progression individuelle aussi qui est intéressante, évidemment collective, mais c'est surtout les joueurs qui ont progressé. L'arrivée de Kenny Lala, je pense, a su stabiliser aussi un peu d'expérience sur le côté droit, même s'il est un peu foufou. On a pas mal retrouvé côté gauche, il courait un peu partout, c'était un peu bordélique. Mais je pense que la progression de Lilian Brassier, qui est vraiment devenu monstrueux d'un jour à l'autre,
Il était vraiment tout nul avant. Il balançait saucisse sur saucisse. Et maintenant, c'est devenu Lilian Thuram, quoi. C'est hallucinant, quoi. On a déjà, comme vous voyez ça sur Twitter, mais Brest aura sûrement besoin de vendre pour être à l'équilibre l'année prochaine. Et on a déjà celui qui va boucher les trous de la caisse, donc c'est parfait. C'est un central gaucher? Central gaucher en plus. Ouais, bon, on vous rappelle fin juin, du coup, peut-être on sera Les intéressé. de bonnes relations entre l'OGC Nice et le Stade brestois. C'est ça. Si vous Même nous si, gardez Brahimi, peut-être que. Christophe Herrel va devoir être payé quand même. Je pense que c'est au moins 5 millions en plus sur Lilian Brassier l'été prochain. Juste petite stat pour appuyer ce que dit Quentin. Nice et Brest, c'est les deux meilleures défenses de Ligue 1 après cette 7e journée, tout simplement. Donc c'est aussi peut-être pour ça aussi qu'on a eu un match fermé, parce que c'est deux équipes qui encaissent très très peu de buts. Ouais, mais après, ça s'est vu, ces deux équipes qui. Bah, ça s'est pas trop vu Nice, mais en tout cas, ces deux équipes qui aiment le duel, ça sent des équipes qui vont, qui vont à l'attaque. Et Brest qui mettait beaucoup de buts sur centre, là, mine de rien, avec les trois tourelles Ndai Chimi et Todibo Dante, il y avait aussi client pour exprimer votre jeu, même Boulka qui est pas petit. Je pense que ça explique beaucoup des centres ratés brestois, c'est que putain, le centreur il regarde la surface niçoise, où est-ce qu'il met le ballon, quoi. Je trouve qu'on a pas mal, enfin pour le coup, s'il y a un truc qui a bien remonté de ce match, c'est qu'on fait encore un clean sheet, on a bien défendu, un Boulka qui tient sa défense, qui tient sa cage, et il n'y a pas que du négatif. Je râle beaucoup quand même depuis le début de l'émission, mais Je pense qu'on est J'ai rarement surtout. vu un match où on sentait vraiment que les défenses avaient pris le pas sur les attaques. C'était à l'heure de jeu, on pouvait sentir le 0-0 à plein nez. Tellement les défenses, et même presque, j'en bloque, la défense est presque le 6, hein, les Smelou d'un côté. Youssouf. Quel joueur d'ailleurs. On va dire Youssouf de l'autre côté. Non mais je parle sérieux. Les Melo, vraiment, je parle vraiment sérieux. Non mais Quel vrai joueur. J'adorais quand il était à Nice, mais encore hier dans l'utilisation tactique, mais le mec c'est un poison vraiment. Alors moi j'adorais quand il était chez nous, c'était l'une de mes rares satisfactions sur Vieira. Je sais que chez nous il a été très critiqué, moi je faisais partie de ceux qui aimaient beaucoup le joueur. Et franchement, quel joueur, genre paye pas de mine, mais tactiquement c'est un joueur hyper intelligent. Techniquement, ben, franchement, ok, c'est pas le plus beau à voir, mais je trouve qu'il est très juste. Et franchement, il fait un bien fou. Enfin, tu me dis si je me trompe, Quentin, mais c'est le régulateur de l'entrejeu. Totalement. Et je pense que l'une des clés pour les adversaires, c'est presque de faire un marquage individuel sur lui, parce que à côté, on a des Magniti, Camara qui sont un peu dans le dur avec le ballon. Lui, c'est vraiment le régulateur, le métronome, qualité de jeu long très très largement au-dessus de la moyenne. Pied gauche, pied droit. Ouais, c'est impeccable, transversal, ça marche du tonnerre. Il y en a eu quelques-unes contre Nice, mais contre Lyon, c'était. Et puis grosse frappe aussi, hein, capacité à frapper. Et capacité de marquer des buts. Parce que ça aussi, il faut en parler, parce que nous, cette capacité, on ne l'a pas. C'est-à-dire que, surtout quand tu as des attaquants comme Mounier ou Satriano, même le Doiron, qui font de la taille, c'est des attaquants plutôt de surface, et qui te font tirer les blocs vers le bas, avoir des joueurs avec la capacité de Lesmelou de pouvoir encocher des frappes à 25-28 mètres du but, c'est une arme aussi, hein. C'est limite un second attaquant derrière la défense. Chose qu'à Nice, il n'y a pas actuellement aujourd'hui. Je veux dire qu'on est 150 fois en position de frappe, il n'y en a pas un qui a frappé dans ce putain de ballon. Enfin, moi, ça me rend fou du stade, hein, franchement. Hein. Mais ça me rappelle les années Vieira où on passait notre match devant la surface, on décrochait pas. Combien de fois Boga, il est remonté là, long de surface, il décroche pas. Sanson, t'as l'impression qu'il faut lui arracher une dent pour qu'il tire dans le ballon. Mais en fait, Sanson, il met 3 heures enchaînées. Genre, c'est un truc de fou. Entre le contrôle et la frappe, il se passe 5 secondes. Le temps, il s'arrête. Il cherche la passe, il cherche le truc. Enfin, te pose pas de questions, mon grand. Et Thuram, c'est pareil. Thuram, t'as l'impression qu'à chaque fois, il va chercher la touche de balle pour se mettre en position. Puis une fois qu'il est en position, il cherche une meilleure position. Puis il recherche une autre position. Et le mec frappe. Genre, et puis il y a une situation où il tente une frappe de l'extérieur. Alors de la télé, enfin de l'extérieur, de l'intérieur et de la télé, on voit un effet d'optique comme si la frappe allait lober le gardien, mais effectivement c'est mou et on manque d'alternatives. Enfin, je pense que ça rejoint quand même quelque chose de plus global où on a été effectivement on a été moyen, voire
voire pas très très bon. Et lorsqu'on n'a pas su déployer notre jeu, on n'a pas su aussi trouver des alternatives, de frapper de loin. Moi, j'aimerais quand même vous interroger sur quelque chose dans ce type de match. Alors, j'ai pas envie de relancer l'éternel débat numéro 6, etc. Je suis pas en train de dire que Youssouf a fait un mauvais match, mais est-ce que dans ce type de configuration de match, apporter une qualité technique, apporter quelque chose où, voilà, où tu peux poser le ballon et tu peux aussi déléguer un Todibo qui jouait un peu, on va pas dire contre nature, mais qui forçait naturellement le trait par rapport au fait que Mounier prenait Dante. Moi, je me suis dit à ce moment-là, non pas que Youssouf il sert à rien, mais ça m'a fait un peu penser au match de Lorient où tu te dis que Boudaoui, eh ben, il aurait peut-être sa place en rampe de lancement. Pour moi, Youssouf, c'est pas lui qu'il faut sortir dans ce genre de match. Pour moi, c'est parce que en fait, Youssouf il te permet d'avoir une assise à 3 qui est indispensable. Pour moi, ce qu'il faut que tu dans ce genre de match, tu vois, par exemple, moi j'adore Morgan Sanson et son début de saison, mais Morgan Sanson, pour moi, c'est un joueur de transition. C'est-à-dire, c'est un joueur qui va te permettre de sortir sous le pressing. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Flo, hein. On t'entend. Moi, ça bug. Ah, bah, On ne t'entend plus. On t'a t'entend perdu, plus. ouais. On t'entend plus. Tu es de retour, Flo. On t'a entendu jusqu'à Ouais, ce que tu me demandes, hein. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon, vous m'entendez là? Ok. Ouais, excusez-moi, j'ai pété en plein vol. Ouais, je disais, je sais plus ce que je disais. Oui, Morgan Sanson, j'adore son début de saison. Enfin, j'aime beaucoup son début de saison, mais pour moi, c'est un joueur en transition qui permet de ressortir sous pression d'un bloc adverse, qui permet de te mettre face au jeu parce que c'est un joueur qui est à l'aise au jeu. C'est un joueur qui a un gros volume aussi à la perte du ballon, donc très précieux. Mais pour moi, contre ce genre d'équipe qui est très bloc bas, Morgan Sanson, pour moi, il est d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que il a déjà, pour moi, il a une grosse qualité de passe, mais dans les 25 derniers mètres, c'est pas forcément sa faculté, c'est plus un passeur de ligne. Il a aussi un manque de prise de risque, on va dire, dans les 1 contre 1. Il manque ce coup de rein. Donc voilà, moi je pense que dans ce genre de match, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, sans Sofiane Diop, pour moi cette compo elle est intéressante, mais c'est là où moi j'aimerais voir un Sofiane Diop dans ce milieu à 3 dans ce genre de match. Limite pratiquement un 4-2-3-1, mais j'ai vraiment un Sofiane Diop à la place d'un Morgan Sanson, capable de sortir plus haut, capable de tenir le ballon sur plusieurs mètres, capable de venir combiner avec Mofi, de venir combiner avec Laborde, qui sont des joueurs qui sont pas, enfin, qui sont plus dans la difficulté lorsqu'ils sont isolés, au contraire d'un Boga ou qui est peut-être un peu plus à l'aise dans les 1 contre 1. Et voilà, et moi je pense que c'est vraiment la clé. J'aurais bien voulu, après c'est délicat parce qu'on ne connaît pas son état de forme, mais j'aurais bien voulu une prise de risque dans les 20-25 dernières minutes avec peut-être une entrée de Claude Maurice, justement à ce poste-là, qui aurait été capable pour moi, en tout cas, quand on connaît les qualités de joueur, de remplir ce rôle. Après, voilà, encore une fois, athlétiquement, c'est pas où on en est, donc c'est compliqué de parler de la tribune ou du canapé. Claude Mais Maurice, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, était ancien Lorientais et réussissait très souvent contre le Stade Brestois. voilà, mais ça aurait pu être vraiment une clé, et malheureusement, voilà. Moi, je pense que dans ce genre de match, maintenant on le sait, parce que moi je comprends que Farioli a voulu réitérer son 11 avec les 2 bons derniers matchs, parce que s'il avait changé des choses et que ça n'aurait pas marché, on lui serait tombé dessus. Donc voilà, là il a testé, il est dans l'apprentissage, on sait, c'est un jeune entraîneur. Maintenant, s'il a du recul sur notre début de saison, voilà, il a vu Strasbourg, où on a eu quand même sur mes 2 buts, on a eu quand même un peu de mal. Il a vu Lyon, il a vu Lorient, là il vient de voir Brest. Encore Lorient, je trouve que c'est un match à bout de chimie. Il vient de voir Brest. Là, maintenant, il faut qu'il tire des enseignements et se dire, voilà, dans l'animation, on peut changer quelque chose. Et là, pour moi, Youssouf, tu ne dois pas le sortir, c'est parce que tes latéraux, comme disait Matt tout à l'heure, si tu mets par exemple Lotomba qui a cette faculté à enchaîner les courses, et même peut-être Romain Perrault, ou même Melvin Barr, parce qu'actuellement il est capable de le faire, ben, jouer beaucoup plus, limite les faire jouer comme des ailiers et faire rentrer un peu plus intérieur, l'aborder Boga pour qu'il soit plus proche de Mofi. C'est une animation à travailler, mais pour moi, voilà, il faut changer dans le genre de match. Il faut changer d'animation. Flo, pour moi, tu déplaces le problème en essayant de compenser au milieu ce qui te manque sur ta ligne d'attaque. Je pense qu'on va mettre les pieds dans le plat un de ces quatre. On pourra demander à Quentin ce qu'il en a pensé, mais Mofi Laborde, j'en peux plus. C'est un crime contre le football. Tu peux pas aligner les deux. Franchement, merci Laborde. Et gros travaux l'année dernière, il nous fait la saison, c'est très bien. Mofi, on l'a payé suffisamment cher pour devoir l'aligner, même si de temps en temps, je pense que c'est pas la meilleure option. Mais Mofi et Laborde, quand tu as besoin d'évoluer dans les petits espaces, c'est criminel. Alors, Tu as un trou noir en fait. Devant, tu as un trou noir.
Je suis d'accord dans les petits espaces, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, pourquoi je te dis ça? Je te dis que moi, dans mon idée à moi, c'est que Youssouf, en fait, il garde cette fonction de 6 et troisième centraux quand tu as le bloc très très haut. Et tu utilises deux latéraux qui sont beaucoup plus sur le terrain, ce qui permet à moi, en fait, de ramener de la présence dans la surface. Parce que pour moi, dans ce genre de match, tu n'as aucune présence dans la surface. Et je pense que des joueurs comme Job, des joueurs comme Boga, parce que pour moi, il faut aligner les quatre en même temps dans ce genre de match, sont capables de te créer la différence dans les petits espaces parce qu'un joueur comme Laborde est un joueur qui est très intelligent. Il sait remiser. Il le faisait à Rennes, il était entouré. Pour moi, les doutes sont plus autour de Mofi. Mais il n'empêche que c'est deux joueurs qui, qu'on le veuille ou pas, et même moi, je ne suis pas fan et c'est peut-être pas les plus beaux à avoir joué, je suis d'accord, mais ils ont un lien. Je veux dire, toi qui es très stat, si tu regardes, j'aimerais bien avoir la stat d'ailleurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de buts, voire peut-être pas loin des 50% sur les 6 derniers mois, où il y a soit la board, soit Mofi impliqué sur les buts, et souvent c'est des échanges entre eux directement, tu vois ce que je veux dire? Non, Donc pour moi il faut je, regarder. Ouais. je suis d'accord, mais pour moi, ça marche très très bien quand il y a de la place. Tu vois, on le voit beaucoup. Laborde qui fixe, Mofi qui part et il le met dans la profondeur, ou Oui. Mofi qui tabasse et qui vient, qui fait mal, qui pèse sur la défense, et Laborde qui arrive lancé, qui se fait servir. Là où, franchement, sur un match comme ça, sans déconner, mettre un peu de touche technique, tu vois. Quitte à. Allez, franchement, tu sais quoi, Mofi, tu le mets au repos. Tu le mets au repos, tu dis, mon gars, tu vas rentrer en fin de match, tu vas leur faire mal, tu vas peser dessus, et tu vas t'appuyer sur un Laborde en pivot avec, je sais pas, des minutes pour Buonani, des minutes pour Baldé, qui sont des joueurs qui, en 1 contre 1, tu vois, peuvent faire la différence et vont apporter, tu sais, ce danger de faute. Mais Ouais, mais juste, moi je pense que c'est un peu de tout. C'est-à-dire que déjà, c'est quand même assez fou de ne pas avoir plus vu les latéraux sur ce match-là. c'est ça. Combien de fois on a vu Attal déborder? Alors certes, il est à l'origine du centre sur Boga, mais on a trop peu vu Barre offensivement, on a trop peu vu Attal offensivement. Et effectivement, Laborde Mofi, le duo statistiquement fonctionne, mais il fonctionne lorsqu'il est proche. Et il est proche que si derrière, tu as un latéral qui est haut. Or, Et un Attal, meneur de jeu aussi, parce que ça t'évite à Mofi et à la porte de venir décrocher extrêmement bas. et pour moi, C'est ça, Buonani, ouais. alors, on va pas tirer des conclusions. Il a joué ses premières minutes cette saison, ou quasiment ses premières minutes. Il a joué 25 minutes. Bon, honnêtement, sur le coup, j'ai été ravi de le voir sur le terrain parce que je pense on l'apprécie tous et on sait qu'il est talentueux. Mais sur ce match-là, et par rapport à la rentrée de Aliou Baldé, j'aurais peut-être même plus imaginé un Baldé avec un peu plus de percussion qui va essayer de jouer plus le 1 contre 1 que une touche technique alors que tu n'arrives pas du tout à te servir de ton numéro 9 pour remiser ou servir de point d'appui. Et puis Matt, là où je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec Pancho derrière ce qu'il a dit, mais là où je suis d'accord avec toi, Matt, et je comprends bien ce que tu dis, toi tu parles de profil, et je suis totalement d'accord avec toi que dans les profils, ce que tu dis, c'est pas déconnant, ça je suis d'accord. Mais maintenant, si on sort du contexte footballistique et qu'on prend tout l'environnement, c'est-à-dire l'environnement extérieur, on parle, tu me parles en fait de sortir la Bordeaux-Mofi qui enchaîne match sur match et bon ben oui, ils sont pas toujours beaux à voir, mais bon, qui sont sur des réussites assez bonnes individuellement sur les derniers matchs. Et dans un contexte où on sait ce qui s'est passé 48 heures avant, le stade plein, tout ça, lancer un Baldé ou un Buonani comme ça sur 70 minutes, Là, je sur ne ce sais pas comment je match-là, peux articuler ça, mais sur ce match-là, non, je vois ce que tu veux dire. Non, sur ce match-là, je pense que de toute façon, il avait pas le choix que d'aligner ce 11-là. Mais je veux dire, là, on l'a vu, ça marche pas, tu vois. Enfin, ça a sauté aux yeux mais de tout le monde. pour Ça moi, marche pas. Et je pense que, tu vois, en fait, juste, tu peux créer une tolérance au changement. Enfin, tu vois, je veux dire, on se rappelle des 11 entêtés de Galtier, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens ne lui en voudront même pas de changer quelque chose parce que tu regardes, enfin, on l'a vu que ça marchait pas. Au bout d'un moment, même juste, tu vois, ne serait-ce que dans ses changements, on a revu du. Enfin, je trouve ça assez binaire. On n'a pas l'impression qu'il arrive à changer la physionomie de jeu de l'équipe par ses changements. Et typiquement, tu vois, moi j'en ai marre de voir rentrer Rosario. Mais bon, il veut solidifier son milieu, ok, mais j'en ai marre de voir rentrer Rosario. Typiquement, je préférais qu'on fasse rentrer un peu Alors, plus de joueurs alors offensifs et. il en a parlé en conférence de presse, j'en profite, avant qu'on redonne la parole à Quentin également. Ouais, bien sûr. Rosario rentre pour remplacer Todibo de mémoire. Todibo qui n'est pas un changement prévu. À ce moment-là, on s'attend peut-être à voir un Rosario
défenseur central et un Youssouf maintenu en milieu de terrain. Et puis tu vois que finalement Todibo étant hyper sollicité à la relance, eh bien Youssouf ferait peut-être mieux l'affaire. Remplacer Todibo par Youssouf au poste de défenseur central ne m'a pas choqué. Par contre, voir Pablo Rosario au milieu de terrain, ça, je reste sur une forme de continuité. Ce n'est pas normal de voir je pense, à ce moment-là, dans ce momentum, poste de numéro 6, Pablo Rosario. Je suis d'accord, mais là, tu t'es tellement fait tabasser au milieu physiquement que moi, je trouve que franchement, l'entrée de Rosario, là, déjà, je la trouve pas mauvaise, l'entrée de Rosario sur ce match. Euh, et non, mais Il après, a, il a touché le fond contre Monaco et Paris, donc effectivement, il ne non, mais pouvait pas faire pire. non, voilà, non, mais il pouvait pas être pire, ça, je suis d'accord. Moi, je suis pas fan du tout de Rosario. Pour moi, Rosario, c'est un défenseur central, c'est ton numéro 3 en central. Allez, même ton numéro 4 si tu pars du principe que Youssef, je peux faire coulisser en central. Mais je trouve pas ça déconnant de le faire rentrer, surtout que tu es en train de te faire tabasser au milieu de terrain, quoi, surtout dans l'impact physique. Voilà, après, c'est sûr, les choix tactiques, ça n'a pas été les meilleurs. Mais moi, en fait, le problème qu'il y a avec cette équipe, je trouve, c'est dans les 20-25 derniers mètres, en fait. Et pourquoi? Parce que pour moi, il manque une présence dans l'axe, dans ces 20-25 derniers mètres. On n'a pas d'attaquant de surface. Et c'est pour ça que pour moi, l'idée de rapprocher de Laborde de Mofi, limite, que quand tu joues sur les côtés avec des latéraux beaucoup plus hauts, ben, tu peux avoir 2 à 3 joueurs dans la surface. Ben, pour moi, je pense que c'est loin d'être déconnant. Parce qu'au final, tu vas garder quoi en mettant un ailier de profil en 1 contre 1? Tu vas garder toujours ce qui se passe avec Boca, tu vas garder des 1 contre 1 sur les côtés, mais dans la surface, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir Mofi, quand il y est, parce qu'il n'est jamais. Et ensuite, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir qui va venir se projeter? Thuram, et peut-être Mais Thuram, il doit être beaucoup plus présent dans la surface pour moi. ça fait quoi? Ça fait 2 joueurs dans la surface, tu joues à domicile contre 2 lignes de 4. Moi, pour moi, vraiment, sortir la board, pour moi, enfin, autant contre des équipes de notre niveau, style Marseille-Monaco ou quoi, je suis d'accord avec toi, peut-être que sortir la board ou Mofi et pas garder les deux et rajouter un profil de 1 contre 1, un peu comme Boga, capable de faire pareil sur le côté, style un Baldé ou un Buonanni. Et encore, je serais pas encore d'accord, parce que pour moi, tactiquement, dans le pressing et contre-pressing, ils sont pas encore assez bons. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas déconnant. Il faut juste plus de présence dans cette surface. Ouais. Et pour moi, la Et, seule solution, c'est Après, rapprocher après Et est-ce que la solution, j'ai mis un truc, tu parles un peu là, tu parles de présence, de taille, de physique et d'apporter quelque chose de différent. mettre du nombre surtout. Ouais, du nom, mais ok, mais mettre Guessant sur un côté. Guessant à droite, c'était pas horrible depuis le début de saison. Défensivement, Et il ben est moi, je fais en 9 Guessant à la limite, tu vois. À la place. Alors, dans ce cas-là, tu fais comme tu as fait à Lorient, tu choisis de sortir mon fil du 11, ce qui n'est pas déconnant non plus, et là, je te rejoins. Et Guessant contre Lorient, c'est exactement le même style de match que contre Brest ou contre Lyon. Et Guessant, il te fait un très bon match, capable de garder le ballon, capable de remiser, jouer dans les petits espaces, comme tu l'as dit, capable de se retourner, capable d'enchaîner. Moi, je comprends pas que ce jeune n'est pas plus. Tu vois, on me bassine avec Buonanni depuis le début de saison, mais pour moi, le gros hic par rapport à ce qu'il a montré sur ses entrées, c'est Guessant. Pourquoi Guessant, il a 10 minutes? Pourquoi Guessant, il n'a pas 25 minutes? c'est vrai qu'effectivement, on peut pointer un peu de frilosité de la part de Farioli, qui est peut-être entêté sur un certain nombre de principes. Quentin, on a parlé de Lilian Brassier. Désolé Quentin, on est. Non, mais mais c'est intéressant. normal. En plus, Football Manager sort dans un mois, donc je pense qu'il y en a un certain nombre qui vont vouloir se défouler. Moi, le premier. Quentin, on a parlé de Lilian Après, je Brassier. peux même peut-être donner mon avis sur la Vas-y, performance. on t'écoute. Peut-être vous intéresser, même si, comme tu le sais, Pancho, je suis un simple podcasteur. Voilà. Moi, ce qui m'a pas dérangé, évidemment non, puisque j'étais un supporter de l'équipe adverse, donc j'avais pas envie de voir une équipe de Nice performante, mais c'est vraiment l'apport assez inexistant des latéraux, vraiment qui m'a assez surpris pour une équipe qui joue à domicile. D'autant que normalement tu as un 6 qui est assez défensif, donc qui peut un peu faire l'essuie-glace entre la gauche et la droite pour venir compenser si jamais l'un des deux venait à se faire avoir dans le dos. On n'a pas. Alors, le Doiron et Del Castillo défendent, c'est pas non plus des défenseurs aguerris. Ils se bagarrent, mais ils sont pas dans l'intelligence défensive d'un ailier. Et en fait, c'est surtout côté gauche que j'ai évidemment barre de très très bons matchs défensivement. Offensivement, on en avait parlé un peu, puisque le concurrent direct désormais de Melvin Barr est un profil
beaucoup plus offensif, qui, je pense, irait un peu plus, qui est un profil de dédoublement que Bard, et qui irait un peu plus dans l'idée de jouer avec un ailier qui rentre vers l'intérieur. Euh, J'avoue que je vois pas trop l'utilité d'avoir un Melvin Bard en tant que latéral moderne. Des latéraux qui sont de plus en plus offensifs. Et quand tu joues à domicile, que quand tu as le ballon, je pense pas que ce soit quelqu'un qui arrive à faire des différences. Tu parlais de triangle, Matt. J'en ai vu très très peu de jeux en déviation, très peu de jeux en remise, très peu de jeux en une touche de balle côté niçois. Très peu de. Alors évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'espace, hein, notamment en première période, entre nos 4 de derrière et le gardien. Pas une petite louche, pas un appel dans le dos. Pas mal de joueurs de périphérie, on va dire, à Nice. Et d'autant plus que quand tu as, on va dire, Laborde de l'autre côté, qui est quand même un très bon joueur de tête, en tout cas de l'idée que je m'en fais, que tu as Mofi dans la surface, avoir un bon centreur côté gauche, ça me semble assez utile. C'est le cas, on va dire, de notre côté, on va dire avec Kenny Lala, qui est notre des meilleurs latéral droit en termes de centre, qui avait d'ailleurs fait la passe décisive contre Lyon. Tu as le Doiron et Mounier de l'autre côté. Donc voilà, c'était un peu la même chose avec Honora l'année dernière. C'est pour ça que beaucoup de nos occasions arrivent de centre. C'est qu'on a un côté gauche, on va dire, très très fort de la tête, et que logiquement, tu as besoin un côté droit assez costaud niveau centre, et bon, ça reste une certaine logique quoi, d'avoir l'un des deux. Mais ouais, vraiment, alors je sais pas, je suis resté peut-être un Attal, le Attal des grandes années. Je pense qu'il s'est pas mal blessé depuis, hein, si je ne dis pas de bêtises. De la grande année, hein. Tu peux résumer à grande année. Hein. Ouais, il n'y en a eu qu'une. Et effectivement, ouais, assez déçu, notamment de ces prises de risque techniques. Après, c'est les consignes, je pense. Hein. Ouais. Ça, je pense pas que ça soit. Ouais, c'est possible. Parce qu'on l'a vu contre Strasbourg, il est capable de ressusciter à tout moment lorsqu'il lui prend un pet au casque. Hein. Ça, c'est juste que pour moi, c'est des consignes où on lui montre de jouer un peu plus à plat. Mais c'est sur ce que je te rejoins. Enfin, je te rejoins du coup, Quentin, quand tu dis l'utilisation des latéraux, je suis 100% d'accord avec toi. On les utilise pas assez. Et du coup, là où je te rejoins, c'est que du coup, tu joues avec un Gaëtan Laborde qui est complètement excentré sur la ligne de touche, alors que c'est pas du tout son profil. Mais ça, je te donne 100% raison. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que la meilleure saison de Gaëtan Laborde, c'est quand il est avec Andy Delors, qui est plutôt un bon joueur de football, on va dire. Donc, ça aurait peut-être du sens, effectivement, comme vous le dites. Avec Martin Terrier, quand il l'associe à Martin Terrier, là, qui sont très proches aussi. Ouais, tout à fait. Et effectivement, ce serait plutôt. C'est pas du tout le profil, je pense, de Terem Moffi. Donc, peut-être de là dire une erreur, c'est peut-être un peu fort, hein, mais en tout cas, sur certains matchs, peut-être un petit changement de profil à recruter, parce que je pense qu'il n'y a même pas de joueur un peu technique qui peut jouer en neuf, on va dire, digne d'être titulaire à l'OGC Nice. Quoi, à creuser Guessant quand même, je pense, parce que déjà c'est un joueur formé au club, et je pense que sur quelques apparitions, il a montré une belle chose, mais il faudrait qu'il ait plus de temps de jeu, qu'on lui propose plus, parce que pour moi, on lui propose pas assez de temps de jeu. C'est vraiment dommage, parce que pour moi, on a ce profil, mais il a développé. Surtout avec Farioli, je pense que vraiment. C'est surtout que lorsque tu penses à sa titularisation, par exemple à Lorient, où il n'était pas annoncé titulaire, où il te fait 80 minutes, pour moi, de très bon niveau, récompensé par un but, et surtout des choses, on va dire, techniquement, que Mofi ne peut pas réaliser, effectivement, peut-être qu'on l'a sous la main. Hein. Et je sais pourquoi tu as ce petit rictus, Flo, hein, ton tweet après ou du moins pendant la prépa. Il est capable de faire certaines choses, du moins, que Mofi ne peut pas encore faire, même si son profil est très différent. Mais tu sais, Pancho, même Matt et même Quentin, je pense que tu as dû voir, mais vous savez qui j'aurais vu, qui a joué chez nous et qui j'aurais fait à la perfection dans cette équipe, sur ses 2 premières saisons à Nice? Bakary Koné. Alors, presque. Franchement, Kasper Dolberg, de la première saison dans cette équipe, voire même de la deuxième, ça aurait été le profil, mais parfait. Est-ce que tu penses vraiment que Farioli est l'homme qui murmure à l'oreille du Danois pour aller lui faire des pressings, etc. Pour aller mais s'y le sort, frotter, je pense que c'est le sort. Là, mais franchement, dans le jeu, en tout cas dans l'utilisation contre ce genre de bloc,
Pour moi, c'est l'un des profils qu'on a à Nice qui aurait été. Bon, après, c'est du foot fiction, à part ces 3 heures de Ouais, et film. puis J'ai jamais pensé comme ça. J'aurais voulu qu'il le sorte à la 30e pour avoir 60 minutes de Guessant et nous dire ah je vous l'avais dit, vous avez vu Guessant. c'est ça, c'est ça. Messieurs, un dernier sujet, une performance dont on n'a pas parlé, quelque chose terrain, hors terrain que vous souhaitiez aborder. Matt, est-ce que tu as un sujet à mettre sur la table? Il est de coutume de finir sur du positif, mais là j'avoue que je ronge mon frein, Pancho. Moi je vais juste mettre un dernier carton. Parce que je veux bien qu'il y ait des jours sans, je veux bien qu'il y ait des jours qui soient compliqués. Mais Mofi Laborde, ils ont pas gagné de duel. Ils en ont gagné un à deux. C'est pas normal. Pour moi, quand t'es des joueurs on dit que c'est voilà, c'est forcément le beau football, mais des fois le football un peu méchant, un peu charbonneur, là, c'est ça. Quand c'est bien fait, on aime. Quand Melvin Barr il envoie des tacles glissés sur 10 mètres, on aime bien. Quand il, ou je sais plus à qui il envoie un shoot, je crois que c'est à Camara. Mati Camara qui l'envoie à ce genre de petits gestes un peu du. Voilà, des fois on aime bien, même si c'est pas très beau. Il en faut dans une équipe et Mofi Laborde, pour moi, c'était trop tendre. Ils doivent donner le ton. C'est eux qui sont devant, on dit que l'attaquant c'est le premier défenseur. Et ils ont été trop tendres, ils se sont trop fait bouffer. S'ils font la même chose à Metz, qui va pas arriver avec moins d'intention de nous emmerder que Brest, on va passer un sale quart d'heure. Donc j'espère que les deux vont manger un peu du lion, qui vont manger je sais pas, le même régime que Roberto Bardos, et qu'on va partir à la guerre sur de bonnes bases à Metz, parce que voir un gym amorphe comme ça, là, qui se fait bouffer dans tous les duels, qui manque de sponsor, j'ai pas aimé ce gym. Donc les gars, on s'excite un peu pour Metz et on revient avec de meilleures intentions, s'il vous plaît. Flo. Ouais. Moi, je vais avoir trois choses à dire, mais très rapidement. La première, c'est hors terrain. Moi, j'aime le stade au-dessus de 30 000, mais putain, les touristes qui venaient, arrêtez de vous lever tous les 3 secondes, prendre des boissons. Parce que franchement, pendant le match, quand on doit se lever 6 fois des rangs alors qu'il y a le match en cours, franchement, ça c'est insupportable. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est hors terrain, mais c'est insupportable. Franchement, c'est pour faire la soirée bonbon, on reste à la maison. Bref. La deuxième, ça c'était mon petit coup de gueule. Du coup, j'ai oublié les deux autres. Ah oui, non, la deuxième, c'est que on dit qu'on mange notre pain noir, mais les gars, on vient de jouer sur les 7 premières journées 5 équipes du top 8. Donc les noms des équipes, c'est bien beau, mais à un moment donné, il y a aussi ce qui se passe sur le terrain. Donc on en prend 6 points contre Monaco et Paris. On vient de jouer Brest, qui a qu'une seule défaite cette saison et qui est très costaud. On perd pas, donc aucun ne gagne pas, mais on perd pas. On joue Strasbourg, bon, le Strasbourg dégueulasse, mais qui est 8e du championnat. Et on joue Lille, le Lille de Fonseca. Et avec tout ça, on est invaincu. D'accord. Donc on se calme, c'est rien. Si on prend 3 points à Metz, tout va aller bien. Et du coup, pour Metz, j'ai hâte de voir le 11 parce que j'attends du changement. Et quelque chose que je n'ai pas encore vu cette saison, je ne sais pas quoi, vu qu'on a un génie comme coach, il va nous la sortir, parce que j'ai 100% confiance en lui. Parce que je t'aime, Francesco, mais là, va falloir nous sortir une compo digne de De Zerbi. Là, va falloir faire vendre du rêve. Mets-moi des attaquants. Mets-moi en 3, 4. Mais je veux voir quelque chose à Metz de différent. Je te spoil, Laborde, Mofi, Boga. Avec le milieu à 3 plat derrière. Nah, je meurs, Pancho, je meurs. Non, pas ça. Pas ça. Il te manque un point, il me semble. Non, c'est bon. J'ai gueulé sur le public. On a joué 5 équipes des 8 premiers sur cette journée. Et voilà. Et change-moi la compo contre Metz, fais-moi rêver. Invente-moi un truc que je regarde la compo et je fasse ah ouais, là j'ai envie de me poser devant la télé. Là. Quentin, on a parlé du bon match on va dire défensif de Brest, des performances de Pierre Lesmenoul et de Lilian Brassier. Est-ce que tu avais autre chose à évoquer sur ce match, terrain, hors terrain, côté brestois, côté niçois? Non, après, nous, en tant que supporter brestois, c'est vrai que même sur ces 0-0 là, quand on joue le haut de tableau, on va dire, on prend du plaisir. On voit son équipe qui progresse, on voit une équipe dont on n'a pas l'habitude de voir. Hein, vraiment, ce qui manquait pas mal, c'était le vice, on en a eu. La combativité, il y en a eu. Le don de soi, il y en a eu.
Il a manqué un peu de justesse technique, mais je pense que ça peut arriver, hein, d'avoir un dimanche sans et de ne pas réussir le centre, la passe, la course, de ne pas sentir le jeu sur ce dimanche. Donc, évidemment, si on est neutre, même en tant que supporter brestois ou même niçois, c'était pas une grande après-midi de football. Mais en ce moment, quand on est supporter brestois, on prend du plaisir, même avec un 0-0, avec une frappe cadrée. Enfin, vraiment, on n'a tellement pas l'habitude de vivre des choses comme ça que c'est que du bonheur, vraiment, de supporter cette équipe pour l'instant et de supporter Éric Serge Roy, qui vit toujours à Nice, hein, d'ailleurs, qui fait souvent l'aller-retour. Vraiment un don du ciel, tout simplement. Une intervention divine Rien que ça. qui est apparue. Mais en fait, ce sont les mêmes joueurs qui étaient avec Michel Derzakarian. Il y a eu sur le 11 titulaire, il n'y avait pas un joueur qui a été recruté cet été contre Nice. Hein. Il y a eu Bradley Loco qui était déjà prêté la saison dernière, qui a juste été transféré de façon définitive. Donc vraiment, la seule chose qui a changé, c'est l'entraîneur. Et il vient d'où, Bradley Loco? Il vient de Reims. Ok. Voilà, vraiment, il n'y a que l'entraîneur qui a changé. Et, on ne reconnaît plus notre équipe, mais dans le sens positif. Donc vraiment, toutes les stats avancées d'ailleurs disent que Brest n'est pas là par hasard, ce qui est encore plus positif, plus sympathique. Vraiment, on est moins bon offensivement que ce qu'on devrait être. On aurait dû marquer plus de buts selon les stats avancées. Marco Bizotte est très solide dans les buts, donc évidemment il va nous faire les parades qu'il faut au moment qu'il faut. Contre Reims, il y a eu ça. Contre Nice, évidemment, il y en a eu une à faire. Il l'a faite. Donc vraiment un plaisir non dissimulé de ma part, en espérant que ça dure. Nous aussi, on a eu un calendrier très très difficile, des Marseille, Rennes, Lens en première journée, Nice évidemment. Il y a Paris qui arrive encore, Monaco qui arrive encore, Lille qui arrive encore. Il y a Toulouse là qui arrive la semaine prochaine. Donc ça va encore être très difficile, mais il y a au moins vivre une saison tranquille en se maintenant tranquillement. Ce sera déjà une bonne chose après l'année dernière, après les saisons précédentes. Donc en espérant qu'on se croise le plus longtemps en haut de tableau, mais normalement, d'un côté, ça devrait se calmer. Et après, on verra côté niçois, mais je pense que ça devrait aller aussi de l'autre côté. Et là où on se rejoint, on souhaite une bonne descente à Loïc Ferry. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est important. C'est important de noter. Vous êtes heureux à Brest, mais vous serez encore plus heureux quand Brahimi vous enverra un banger de 35 mètres dans la lucarne. Contre Lorient, parfait. Contre Lorient, ce serait parfait. Moi, c'est juste avant Noël. Je terminerai sur deux éléments, dont un qu'on a évoqué un peu au cours de l'émission, mais deux éléments positifs. Bien sûr, la performance de Melvin Barr. Voilà. Il y a quelqu'un qui participe à cette émission ce soir, qui l'a annoncé dans les révélations de la saison, dans les nominations des meilleurs aiglons. Voilà, je balance pas. Grand respect, voilà. C'était annoncé. Mais ça me fait tellement plaisir pour lui parce qu'il a pris tellement des sauts de caca sur la figure que finalement, voilà, après on sait comment ça. Attachant. Voilà. Il est attachant en plus. Il a progressé et puis quand je le vois prendre un bouchon. Je crois que je sais plus si c'est Camara qui lui met une semelle. Derrière, il se lève, il fait un tac. Enfin, je veux dire, il y a une mentalité aussi où tu as l'impression qu'il se débloque. Et la deuxième chose, c'est la conférence de presse d'après-match de Farioli. J'en ai à peu près parlé à certains moments. Mais il n'a pas l'air inquiet. Il n'a pas l'air inquiet et ça donne quand même l'impression et le sentiment que beaucoup de com dans sa conf de presse. Beaucoup de com, certes, mais... Parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a vu. Hein. C'est parce que l'événement, tout ça, fait que il est satisfait de ne pas avoir perdu le match. Mais pour moi, il y a beaucoup de com. Ouais, mais peut-être qu'aussi que les événements, on va dire, autour, etc., ont eu peut-être plus d'importance qu'on l'imagine. Et que finalement, s'en sortir sur un 0-0, c'est mieux que de perdre 1-0. Mais au global, la com de Farioli, incroyable. Ah bah, hors foot, c'est fou. C'est du Arteta, mec. C'est full Arteta. Je t'ai vu le tweet, mais oui, c'est full excellent. Arteta, mais qu'est-ce que j'aime. C'est l'émotion. Mais il est vrai, ils sont vrais ces mecs-là quand ils parlent. Hein. C'est pas des galchés devant la caméra. Hein. C'est avec le cœur que ça parle.
Après, ça passe peut-être mieux en italien qu'en français. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça sent le football un peu, l'Italie. Ouais. Pancho, tu me laisses juste une seconde. Non. D'accord. Ah non, vas-y. Bonne saison, les Vas-y. F. Non, mais juste, Vas-y. on banalise trop l'exceptionnel Monsieur Jean-Claire Todibo. Franchement, il y avait un joueur qui était un sacré cran au-dessus des autres sur le terrain. Je sais pas quelle sensation vous aviez, mais dès qu'il était à côté du ballon, tu étais tranquille avec ce joueur. Moi, juste encore merci Jean-Claire parce que Le je CM2 sais pas qui combien de joue, temps on va le CM2 qui joue contre les CP à la récréation, quoi. Non, mais c'est un peu ça, vraiment. C'est C'est marrant parce qu'il incroyable. gagne les duels avant même de les jouer. Parce que en fait, il fait peur à certains joueurs. Je pense que physiquement, c'est arrivé. Par exemple, moi, j'ai vu Jérémy Le Doiron avoir peur de Jean-Claire Todibo quand il arrive côte à côte. Bah, le duel est déjà perdu. Il est Après, frais. voilà, je pense qu'il manque un peu d'aisance avec le ballon pour l'instant. Mais avec des spécifiques comme il a eu dimanche, ça peut peut-être servir à le faire progresser. Effectivement. Messieurs, un grand merci à vous pour cette émission. À rallonge, j'ai envie de vous dire par rapport un peu à ce que je vous avais annoncé. Imaginez-vous s'il y avait eu des buts. Hein, ça aurait fait peut-être 2 heures. Un grand merci à Flo, à Matt et à Quentin qu'on retrouve dans le podcast Brest On Air. Bonne saison au Stade Brestois. À Eric Roy, à Bilal Brahimi, à Pierre Lesmelou, à Jordan Amavier, toute la clique d'anciens Nissar qui compose votre équipe. Et puis Matt, Flo, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission, les gars. Passez une très très bonne soirée. Merci aux personnes présentes sur le live. Émission à retrouver sur Spotify et sur YouTube dès ce soir ou dès demain matin. Prenez soin de vous et ciao la Bayeta. Baeta, Nissa.